Bien. Alors, merci Jean-Marie pour me donner l'opportunité par cette invitation, de vous parler un petit peu de méthodologie. Alors, dans cette présentation, dans ce séminaire qui est un petit peu un cours également, j'ai pris le parti de considérer en fait ce qu'on faisait sur les interfaces de carbone un peu comme un prétexte pour vous expliquer comment on peut, par des techniques qui sont aujourd'hui appelées d'électrochimie localisée, comment, par ces techniques, on peut remonter aux propriétés de ces interfaces. Alors, vous avez jusqu'à présent vu par les différents cours l'importance des interfaces. Évidemment, lorsqu'on fait de l'électrochimie, c'est une science hétérogène, donc tout se passe aux interfaces, dans ces quelques nanomètres qui seront près en fait de l'électrode, entre un solide et un électrolyte, où généralement tout va se passer. D'où l'importance effectivement de comprendre cette interface. Donc, ça a été précisé également, mais comme je ne savais pas très bien quel était le public, je vais me permettre de vous faire quelques rappels pour être sûr que l'on parle bien de la même chose. Alors souvent, effectivement, lorsqu'on va s'intéresser à une interface, on vous a parlé de l'électrode de travail, dans tout l'exposé qui va suivre, dans celui qui était aussi celui de Jean-Marie, on parle d'une électrode, quelquefois il y en a deux, mais on va s'intéresser au phénomène à une électrode pour essayer de la caractériser, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, en électrochimie, ça se passe comment ? On a une réaction qui va avoir lieu sur cette électrode dite de travail. Seulement une électrode unique, même lorsque l'on fait simplement de la science académique, ça n'existe pas. Il faut bien que le courant il arrive par un côté et qu'il ressorte par une autre électrode. Donc en général, on va travailler au minimum avec 2 électrodes, ou mieux, on va travailler avec 3 électrodes. Alors le truc des 3 électrodes, c'est qu'en fait on met dans ce système un potentiostat. Et le potentiostat, je n'ai pas trop le temps de rentrer, puis là on irait peut-être trop dans les détails. C'est un appareil magique qui va faire en fait que tout ce qui se passe sur la contre-électrode, on ne le voit pas. Et le phénomène limitant, c'est ce qui se passe à l'électrode de travail. Donc toutes ces techniques, quelles qu'elles soient, en fait, en général, c'est même pas en général, elles sont toujours en fait basées sur une compétition entre ce qui se passe à l'électrode et les phénomènes d'apport, les phénomènes de transport dans l'électrolyte. Et c'est cette compétition qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe à cette interface. Alors, j'ai choisi évidemment de vous parler d'électrochimie localisée parce que c'est un petit peu mon dada, c'est ce que l'on développe au laboratoire un petit peu depuis maintenant une 10-15 d'années, et puis que l'on a développé avant. Donc les origines, j'aime bien faire un peu d'histoire. Les toutes petites électrodes, en fait l'électrochimie localisée, elle est liée au développement de toutes petites électrodes. C'est quelque chose qui à la base est assez ancien. On va retrouver les premières petites électrodes, les premiers papiers sont dans les années 40. Ce n'étaient pas des électrochimistes, il faut le savoir. C'était plutôt des gens qui venaient de la biologie, des biophysiologistes. Et puis, pourquoi on faisait des petites électrodes ? On faisait des petites électrodes, c'était pour les planter dans la tête des rats ou quelquefois des êtres humains, pour pouvoir aller faire des mesures telles potentiel d'action, des choses de ce type. Donc il y a eu un développement autour de la miniaturisation des électrodes. Et quel est l'intérêt de miniaturiser les électrodes ? On fait apparaître en fait un phénomène très particulier qui, dans les conditions expérimentales classiques, évidemment, se produit aux alentours d'une dizaine de micromètres, qui fait qu'on va avoir en fait un changement de régime de diffusion. Alors pour expliquer ça avec toujours les mains, parce qu'en fait si on voulait le traiter correctement, il faudrait faire un petit peu de mathématiques pour avoir un support, mais c'est un peu complexe dans un cours aussi court. Ce qui va se passer si vous imaginez une électrode qui est une électrode de très grande taille, qui a une taille infinie, à ce moment-là, vous pouvez considérer que les phénomènes d'apport à l'électrode, ils sont perpendiculaires au plan. C'est la diffusion linéaire, semi-infinie si jamais on est suffisamment loin. Donc ça donne un certain nombre d'équations. Maintenant, si on commence à réduire en fait, la taille de cette électrode, ou en fait on s'éloigne de cette électrode, on va en fait plus pouvoir considérer que les lignes d'apport sont perpendiculaires à l'électrode, mais il va falloir considérer en fait que ça arrive sur tout le tour de l'électrode, et donc on passe, en fait, si on résout ce problème-là, dans un régime de diffusion sphérique. Voilà, et ça va conduire en fait à des équations de type différent. En particulier, lorsque l'on passe dans ce régime de diffusion, on peut démontrer que les courants deviennent stationnaires.
c'est-à-dire que les courants ne varient plus avec le temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, hein, c'est très très différent, mais ça veut dire que le courant que l'on va obtenir, eh bien, lui, ne varie plus avec le temps. Alors tout ça, eh bien, ça peut évidemment se modéliser. Hein, voilà, là, j'ai repris en fait un exemple, je n'ai pas mis les références, c'est un article de Christian Amator, dans lequel on essaye un petit peu de rendre compte de ce phénomène de diffusion. Voilà, lorsqu'on est loin de l'électrode, alors le terme loin de l'électrode, bien évidemment, c'est quelque chose qui est relatif, hein, c'est relatif à la taille. Si je considère une électrode qui fait 1 micron, bah, loin de l'électrode, ça va être quelques dizaines de micromètres. Si je suis sur une électrode qui fait le centimètre, loin de l'électron, ça va être plusieurs centimètres. Donc, il faut bien se placer qu'à chaque fois, on est dans des phénomènes relatifs. Donc, si je suis loin de l'électrode, eh bien, je dois considérer, ici, j'ai les courbes d'isoconcentration. Donc, c'est les courbes par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. Eh bien, on a quelque chose, on a un apport ici qui est un apport sphérique. Et on est dans les conditions de la diffusion donc sphérique qui conduit à ces états stationnaires. Et puis, ben, si on est proche de l'électrode, on va retrouver les comportements de diffusion linéaire semi-infinie et qui donnent ben, les courbes de voltammétrie à laquelle vous avez peut-être l'habitude si vous avez utilisé ces techniques. Alors, on peut montrer, là aussi, vous êtes obligé de me croire, ça se montre aussi par des simulations ou par un petit peu de calcul, que lorsqu'on va parler d'électrochimie localisée, lorsqu'on va parler de cet effet microélectrode, en fait, on a besoin d'avoir une seule dimension géométrique qui doit être micrométrique, ou qui doit être de petite taille. Alors ça permet en fait d'imaginer tout un tas de structures pour pouvoir après eh bien, imaginer ces dispositifs. Alors ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut planter ça évidemment dans un air, on va apprécier d'avoir un fil. On peut apprécier aussi d'avoir une bande pour des dispositifs de microfluidique. On peut avoir des anneaux, on peut avoir des réseaux, ou bien on peut très bien imaginer des structures interdigitées. Dans ce qui nous intéresse, en général, ben, nos électrodes, ça va être plutôt ce modèle-ci. Hein, on n'aime pas trop les électrodes en pointe. Alors, je vous expliquerai après pourquoi. On aime bien, en fait, avoir une électrode. Donc, on va prendre un fil ou quelque chose qui est étiré. Alors, il faut savoir que les dimensions aujourd'hui de ces fils, de ce que l'on peut faire en taille de petites électrodes, eh bien, ça va commencer aux alentours de quelques micromètres, et puis on va descendre, en fait, aujourd'hui dans les records, à des électrodes qui font quelques nanomètres, ce qui pose d'ailleurs des problèmes un peu métaphysiques aussi sur ce que ça veut dire que de travailler avec des électrodes qui commencent à être de la taille des molécules que l'on veut étudier. Donc, vous voyez que ça amène en fait à des physiques qui sont avec des phénomènes stochastiques, des choses changeantes, mais on n'a pas le temps. Voilà. Donc, nous, on va aimer en fait, voilà notre électrode typique, celle que je vais utiliser après dans la suite. Alors, vous allez voir pourquoi j'en parle. Eh bien, c'est un modèle de ce type, c'est-à-dire typiquement un fil qui est enserré dans du verre et avec un plateau ici qui est beaucoup plus grand que celui du diamètre de l'électrode. Alors, si on fait un tout petit peu d'équations, je ne vais pas en mettre beaucoup, on peut démontrer, en fait, alors celle-ci, elle est quand même simplifiée, mais en gros, eh bien, quand on prend ces différents régimes de diffusion, il y a deux régimes, donc le régime diffusion linéaire semi-infinie, et puis le régime qui est lié aux effets de bord. Et donc, ce que l'on voit par cette équation très simple, c'est que quand le diamètre de l'électrode diminue, eh bien, évidemment, c'est ce régime-là qui va l'emporter, et donc on va avoir un système qui fonctionne de façon stationnaire. Et là, ce qui est bien, en fait, c'est que, eh bien, on a quelque chose qui est relativement simple comme traitement, c'est-à-dire que vous voyez donc l'expression du courant sur une toute petite électrode, eh bien, sur l'électrode disque, eh bien, c'est celui-ci. Je précise quand même que c'est le courant que l'on obtient lorsqu'on va appliquer un potentiel suffisamment positif ou suffisamment positif si on veut faire de l'oxydation, suffisamment négatif si on veut faire de la réduction. Donc on est limité que par l'apport. Donc, vous voyez, il est simple. Hein. Bon, N, c'est le nombre d'électrons, F, c'est la constante de Faraday, D, c'est le coefficient de diffusion. La concentration, ben, c'est la concentration de l'espèce en solution qui va nous intéresser. Et puis R0, c'est le rayon de l'électrode. Alors, ce qu'il faut bien remarquer aussi, il y a une curiosité, lorsqu'on diminue la taille comme ça des électrodes, eh bien, c'est que, en fait, si maintenant on raisonnait en densité de courant, hein, il faudrait diviser en fait cette expression-ci par la surface, donc par quelque chose qui est en R carré. Eh bien, la densité de courant, vous allez ramener à l'unité de surface, quand on diminue la taille de l'électrode, elle augmente. Évidemment, le courant lui-même global, en absolu, il va diminuer. Bien, oui, parce qu'on est plus petit, mais la densité de courant, elle, va devenir absolument gigantesque. Donc, sur des électrodes qui sont des électrodes nanométriques, on fait passer des densités de courant folles, ce qui peut d'ailleurs amener encore d'autres complications d'échauffement de ce type.
Alors, l'autre propriété que l'on va voir apparaître, et puis après je vais en arrêter avec l'aspect théorique justement sur les modes de diffusion, c'est de savoir au bout de combien de temps on atteint cet état stationnaire, hein, c'est-à-dire à partir de quel moment cette quantité-ci va devenir négligeable par rapport au rayon de l'électrode. Alors on a quelques exemples ici, si on prend des solvants classiques avec des molécules classiques, hein, donc les solvants type que l'on peut avoir, soit de l'eau, soit les solvants organiques habituels, pas trop visqueux, eh bien on voit par exemple que si on avait une électrode d'1 centimètre, eh bien il faudrait attendre un temps très très long pour pouvoir atteindre cet état. Par contre, si on a une électrode qui fait 1 micromètre, sachant qu'on peut être beaucoup plus petit, eh bien au bout de 10 millisecondes, le système est stabilisé. Donc on va avoir un système qui va répondre très très vite. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de ces petites électrodes? Et puis après, on va en arriver aux interfaces. Eh bien, ce que je vous ai dit, c'est que si le courant il est stationnaire, c'est-à-dire le courant ne varie pas avec le temps, ça a une implication, c'est que le profil de concentration au voisinage de cette électrode, eh bien, lui aussi va être stationnaire. Donc, si on veut essayer de faire une sorte de petite cartoon pour représenter ce à quoi on est en train de jouer, eh bien, on peut représenter en fait une microélectrode qui est en train de fonctionner comme ça dans son régime stationnaire, un peu comme un pinceau. Hein, donc vous avez l'électrode et puis au bout de l'électrode, vous avez en fait eh bien, la concentration qui se renouvelle en permanence de l'espèce que vous êtes en train de produire. Mais voilà, donc c'est vraiment cette image du pinceau que je voudrais laisser. Et là où il y a eu quelque chose d'assez, une idée vraiment très très astucieuse qui provient en fait, essentiellement du groupe de Bard. Bon, il y a un autre groupe qui est un peu oublié aussi, qui avait travaillé dans les années 80, c'est de se dire, eh bien, je vais pouvoir utiliser ce système pour aller lire une surface, pour aller lire une interface. Voilà. Alors, c'est très simple. Voilà le dispositif. Bon, là, c'est un système qui est un système commercial. Eh bien, il va suffire de monter en fait, cette électrode sur un système XYZ. Donc, on va pouvoir contrôler la position de l'électrode par rapport au substrat qui nous intéresse, et puis on va pouvoir la déplacer dans le plan par un système de micromoteur. Et ça s'appelle eh bien, un microscope électrochimique, ou bien SECM, Scanning Electrochemical Microscopy, microscope, si on veut parler en anglais. Donc vous trouverez très souvent dans la littérature en fait, ce terme du SECM, qui est une technique qui aujourd'hui se développe de plus en plus dans beaucoup de laboratoires. Alors on va continuer à insister un petit peu. Quelle est la différence entre eh bien, cette technique de SECM par rapport aux autres microscopies à champ proche? Il y a beaucoup de microscopies à champ proche qui ont été développées ces 20-30 dernières années et qui reposent toutes à peu près sur le même principe, c'est-à-dire que l'on a quelque part une pointe ou une sonde, et puis on va aller regarder une interface au travers d'une propriété. Alors, si on parle du STM, qui est un petit peu le plus ancien dans cette famille, hein, le Scanning Tunneling Microscope, donc lui, eh bien, il va aller regarder la surface, on va approcher la pointe d'une surface, de l'interface, et puis eh bien, on va asservir en fait, la position de la pointe par rapport au courant tunnel, ce qui va permettre, ce qui sont ces fameuses expériences sur lesquelles on arrive, alors, le terme voir est évidemment à prendre avec des pincettes, mais on arrive à voir les atomes. Puisque là, on a une résolution, évidemment, qui est celle du courant tunnel. Dans le SECM, on va faire un petit peu la même chose, ça ressemble, hein, ce n'est pas tout à fait pareil, on va aussi aller lire la surface, sauf que ici, vous avez un courant qui est un courant de type courant tunnel, ici, le courant que l'on va regarder, eh bien, c'est un courant électrochimique. Donc on va faire la même chose, on va avoir notre pointe, on va la promener sur notre interface, et puis on va faire soit de l'imagerie, on va faire d'autres types d'expériences que je vais vous décrire tout à l'heure. Mais il y a une différence fondamentale, c'est que bien, l'interaction qui ici était une interaction purement physique, maintenant nous avons une interaction qui est une interaction de type chimique. Et là, c'est génial, parce que suivant ce que vous voulez utiliser, vous allez changer la nature des espèces que vous produisez. Il suffit de changer ce que l'on appelle en fait le médiateur, ou le relais, ou la navette, hein, parce que c'est un petit peu les mêmes notions qui traînent ici. Et on va avoir à ce moment-là une vision de la surface qui est différente. Donc, la limite en fait de ce type d'approche, c'est un petit peu l'imagination. Alors, pas seulement l'imagination, c'est aussi qu'il faut être capable de trouver la bonne molécule pour aller lire sa surface, mais on va avoir une vision tout à fait classique de ce qui est en fait
une sorte de microscope du chimiste, hein, c'est un terme qui a été employé assez souvent. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire avec ces approches? Il y a énormément, la littérature aujourd'hui, elle explose. Même là, je dirais que c'était quelque chose que j'avais écrit il y a quelques années. Bon, bien évidemment, on peut faire des mesures de constante d'échange cinétique entre le médiateur et la surface, on va pouvoir faire des choses comme ça. On peut regarder tout un tas d'interfaces solide-liquide, liquide-liquide. Bien évidemment, comme c'est tout petit, bien, on peut travailler dans un tout petit volume, ce qui est assez agréable. On peut faire de l'électrodéposition, parce qu'on ne peut pas seulement lire, on peut aussi déclencher une réaction. On peut faire de l'électrochimie sur isolant. Alors ça aussi, oui, puisque vous voyez que dans un système comme ça, eh bien, le substrat qui est dessous n'a pas besoin de conduire le courant, à condition évidemment que ce que vous avez accroché dessus, lui, a une activité redox. Si personne n'a d'activité redox, vous ne verrez rien. Et puis, bien voilà, il y a énormément de domaines d'application aujourd'hui, que ce soit en biologie, dans le domaine de l'énergie. Il y a beaucoup de gens qui utilisent qui étudient la SEI par ce type d'approche. Alors ça va demander évidemment des adaptations au point de vue des appareillages, parce que suivant l'agressivité du milieu dans lequel vous travaillez, suivant les potentiels, vous n'allez évidemment pas utiliser les mêmes molécules ni les mêmes matériaux pour pouvoir faire ce type d'expérience. Bien, alors maintenant on va parler un petit peu des modifications, puis on reviendra ensuite au couplage entre la méthodologie et la modification des surfaces. Bon, alors je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine que j'insiste très longtemps sur l'intérêt de fonctionnaliser une interface, que ce soit par une réaction chimique, que ce soit par l'ajout d'un additif, que ce soit par la formation d'une SEI, mais bien évidemment, l'interface ou la surface, je ne sais pas comment il faudrait mieux l'appeler, c'est ce qui va contrôler et qui va avoir un intérêt dans un nombre d'applications ou de connaissances absolument fondamentales. J'en ai quelques-uns, si on s'intéresse bien sûr à l'électroanalyse, parce que l'électrochimie a aussi beaucoup de développement en fait, au niveau analytique, pas seulement dans l'énergie. C'est évidemment important de pouvoir contrôler ce qui se passe sur cette interface. Évidemment, si on fait de l'électrocatalyse, de l'énergie, bon, on en a parlé tout à l'heure, on peut imaginer des revêtements divers aux propriétés, des afficheurs, la protection contre la corrosion, et puis je pense que ma liste, elle est certainement loin d'être complète sur tout ce que l'on peut faire en fait et pourquoi on a intérêt à contrôler cette interface. Alors nous, ce qui nous a intéressé, parce qu'on est un laboratoire qui fait quand même plus de choses un peu fondamentales, on devrait peut-être les appliquer plus, mais on est quand même, c'est de se dire, oui, si on veut vraiment contrôler cette structure, cette interface, cette fonctionnalisation, on a intérêt à pouvoir faire quelque chose qui est bien contrôlé à la surface. Alors voilà, on tombe dans le concept un petit peu des monocouches, c'est-à-dire qu'on va mettre quelque chose qui est de la taille d'une molécule quelque part. Alors ça a de l'intérêt parce qu'à ce moment-là, évidemment, on va chercher dans le cahier des charges, pour les applications de façon générale, à pouvoir avoir quelque chose qui soit organisé et avoir quelque chose qui soit robuste, puisqu'il va falloir que ça tienne effectivement dans différents milieux, etc. Et puis également, alors c'est une stratégie que je vais essayer de vous développer sur l'intérêt, on va essayer d'avoir des couches fonctionnelles sur lesquelles eh bien, on puisse avoir une très grande variabilité des groupes fonctionnels que l'on va pouvoir réaccrocher dessus. Alors je vais vous voir un peu le concept. Alors, on va refaire encore un petit peu d'historique sur la préparation de monocouches organisées. Alors le système le plus simple, le plus ancien, enfin peut-être pas le plus simple, mais je dirais historiquement, qui a eu de très très grandes heures de gloire et qui en a toujours, lorsque l'on prend un métal et puis que l'on veut essayer de faire quelque chose d'auto-organisé dessus, eh bien c'est ce que l'on appelle les SAMS, hein, les couches auto-assemblées, dont l'exemple le plus classique, c'est en fait un alkanthiol que l'on va faire réagir sur une surface d'or. Alors, ce qui est magique en fait dans ce système-là, eh bien, c'est que les thiols en fait effectivement réagissent en fait avec l'or, et puis ils vont avoir tendance à avoir en fait entre deux phénomènes. Un phénomène, c'est d'avoir évidemment la plus grande concentration de thiols accrochés, et en opposition, comment on peut un petit peu les agencer. Donc, ça fait un système qui s'auto-organise. C'est assez facile à faire.
En fait, c'est assez facile, il faut être assez propre, hein, c'est-à-dire qu'il faut une surface d'or qui soit propre, vous la trempez dans une solution de thiol et assez rapidement, on va avoir un système qui va comme ça se couvrir en fait d'une couche d'alcane. Alors ça a évidemment un grand intérêt académique. Dans la réalité, ça a quelques problèmes. Alors le problème numéro 1, bien sûr, c'est que ça marche très bien si on est sur de l'or. Si on veut passer sur d'autres types de matériaux, c'est un peu plus limité. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intérêt de ces systèmes, pourquoi ils s'auto-organisent, si vous lisez la littérature, en fait, ils s'auto-organisent parce que le système est en fait un système dynamique. C'est-à-dire que le thiol qui est là, si on attend suffisamment dedans, il est capable de se déplacer sur la surface. En fait, ce qui semblerait, c'est que ce n'est pas le thiol, ce n'est pas la liaison SAU qui casse, c'est en fait l'or qui se promène, l'atome de soufre se promène avec un atome d'or qui va aller raccrocher un petit peu plus loin. Donc le système est dynamique. Bien, et c'est pour ça. Alors maintenant, on n'a pas toujours envie d'avoir un système dynamique, on peut avoir un système qui soit un peu plus rigide, et puis surtout, comme je dis, la contrainte, c'est quelquefois, eh bien, on va avoir envie de travailler sur d'autres types de matériaux que de l'or, ce qui est intéressant, et donc les différents carbones, les différents matériaux carbonés, mais on pourrait aussi considérer le silicium, les verres, etc., etc. Donc on va chercher une méthode. Alors la méthode qui s'est beaucoup développée là aussi ces dernières années, c'est celle qui consiste à utiliser en fait l'électrogreffage. Alors je vais vous donner ici un exemple avec les aryldiazonium. Bon, c'est une technique qui aujourd'hui est devenue aussi très très populaire, mais il y a pas mal de façons de faire cet électrogreffage, sachant que le but, eh bien, c'est d'essayer de reproduire, enfin dans notre esprit pour nous, reproduire ce que l'on pouvait faire sur or, sur carbone. Donc il faut changer de type de chimie. Alors là, eh bien, c'est un mécanisme, donc c'est une découverte qui provient essentiellement de ce monsieur là, qui s'appelle Jean Pinson, qui est toujours actif aujourd'hui. Bon, il a pris un peu d'âge, mais toujours actif. Et le principe de l'électrogreffage est toujours à peu près le même. Donc vous prenez une molécule ici, comme l'aryldiazonium, okay, donc ça c'est la solution, hein, ça c'est l'électrode. Je polarise mon électrode, il suffit d'appliquer un potentiel un tout petit peu négatif parce que ça se réduit très facilement. Bien quand l'énergie est suffisante, on envoie un électron en fait dans ce système-là. Il en résulte en fait éjection d'une molécule d'azote, d'N2, et on a formé à ce moment-là un radical phényl. Alors ça c'est le principe de base de tout l'électrogreffage, sachant que l'on peut imaginer d'autres groupes partants. L'astuce c'est que cette réaction ici de coupure qui va enlever l'azote, eh bien, elle est très rapide. Donc, comme elle est très rapide, eh bien, si j'essaye de représenter par la dynamique ce qui se passe, j'ai une molécule qui arrive, paf, elle tape sur l'électrode, elle se réduit, elle casse, et donc, du coup, elle n'est pas loin de la surface, elle n'a pas eu le temps de repartir. Les radicaux phényl, pour vous donner une idée, dans le domaine des radicaux organiques, c'est à peu près ce qu'on peut faire de plus méchant, hein, ça réagit sur tout ce que ça voit, ça peut réagir sur le solvant aussi, mais là, comme il est très très près de l'électrode, il n'a pas eu le temps de s'en aller, la première chose qu'il va vouloir faire, ou tout au moins avec un rendement qui n'est pas un rendement ridicule, il va attaquer la surface. Et il va attaquer à peu près n'importe quel type de surface. D'où les carbones, dont les carbones, qui est évidemment le matériau qui nous intéresse. Alors cette réaction un peu magique, voilà, si tout se passait bien, voilà ce qu'on obtiendrait. Donc on aurait à ce moment-là un matériau carboné sur lequel on a accroché une fonctionnalité qui était celle que l'on voulait. Alors le matériau carboné, ça peut être une surface de carbone, ça peut être un graphite, ça peut être un graphène, mais ça peut être un nanotube de carbone, ça peut être à peu près n'importe quel matériau carboné, la réaction fonctionne à peu près de la même façon. Alors elle a une vacherie, cette réaction, qui est un petit peu le pendant de son avantage, c'est que l'électrochimie, c'est quelque chose d'un petit peu bête, hein, si je parle comme ça. En particulier, tant que le courant peut passer, il passe. Ça paraît très bête. Ce qui veut donc dire que la première étape, ça va être celle-ci. Okay, on a bien un radical phényl qui va attaquer notre surface de carbone, mais ça ne va pas s'arrêter. Si le courant peut continuer à passer, vous allez continuer à générer des radicaux phényl qui, cette fois-ci, ne vont pas attaquer la surface, mais qui, cette fois-ci, on va avoir en fait une couche qui va croître, et qui va croître en plus de façon complètement désordonnée. Alors, non seulement elle croît de façon désordonnée, mais
là, j'en ai pas parlé, mais l'intérêt en fait d'introduire une fonctionnalité sur une surface carbonée, c'est par ce groupe fonctionnel R, ici, que je laisse de façon générique. Or, bien souvent, le groupe R qui est ici, il réagit avec le radical phényl. Donc vous allez détruire en plus votre fonctionnalité. Ça va croître, ça va donner des choses assez diverses. Et en plus de ça, eh bien, vous allez avoir un rendement final de R accroché qui est assez faible. Et la réaction va s'arrêter quand? Eh bien, c'est simple, elle va s'arrêter parce qu'au bout d'un moment, votre couche elle va croître, elle va devenir suffisamment épaisse. C'est un polyaryle, ce n'est pas conducteur. Quand le courant ne passe plus, la réaction arrête de passer. C'est un système auto-inhibé. C'est un peu une sorte de passivation, en quelque sorte, qui fait que ça va s'arrêter. Alors après, évidemment, on peut jouer sur les conditions, sur le potentiel, etc., pour faire plus ou moins croître la couche. Donc, si je compare mes deux systèmes, on parlait des SAMS. Bon, les SAMS, je vous ai dit, c'est pas terrible parce que d'abord, ça marche que sur or. Et puis en plus, comme c'est dynamique, si vous essayez d'accrocher des choses dessus, ah ben c'est très bien, le système va se réorganiser, il va chercher à minimiser l'énergie. Donc vous avez par exemple un beau système comme ça, vous allez essayer d'accrocher des choses qui sont grosses dessus, et à ce moment-là, vous allez obtenir ça, parce que ça va, oui, ça va bouger, c'est dynamique. Si on part sur la chimie, un petit peu l'électrogreffage, c'est un peu ça qu'on obtient, avec des groupes fonctionnels qu'on ne sait pas trop en nombre, qui sont mal définis, mal dispersés, et puis en fait, ça c'est le rêve, c'est ce que l'on voudrait obtenir. Alors comment on peut faire ça? Il y a toute une littérature qui s'est aussi développée. Alors je vais vous donner une autre solution, elle vaut ce qu'elle vaut, mais bon, voilà, c'est celle que l'on utilise, et aujourd'hui elle commence à être reprise de plus en plus. C'était celle de se dire, qu'est-ce qui se passe, en fait, comment peut-on éviter ces couplages qui vont arriver et cette croissance de la couche? Eh bien, si on réfléchit un petit peu en tant qu'organicien, j'avais des collègues qui étaient plus dans la synthèse, lorsqu'on veut éviter qu'une réaction se produise, eh bien, on va utiliser un groupe protecteur. Hein, c'est assez classique. Il y en a un qui est bien ici, là, voilà, donc qui sont un isopropylsilyle. En dessous, eh bien, on va essayer de mettre ici une triple liaison. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut faire de la chimie après avec, donc c'est intéressant d'introduire une triple liaison. Et puis ici, on a notre diazonium. Donc le principe de la réaction, il est assez simple. On va prendre la même approche, on va greffer en fait à ce moment-là ce motif-ci, et puis dans une deuxième étape, on va faire sauter le groupe protecteur et on va obtenir ça. Voilà, donc ça fonctionne bien. C'est un processus qui aujourd'hui est bien au point. Donc le voilà un petit peu résumé dans son principe. Donc je ne vous parle pas trop de la synthèse parce que ce n'est pas ma spécialité, c'est une réaction de Sono-Gashira. Voilà, si on veut être un peu spécialiste, c'est quelque chose qui est relativement simple à faire. Et le principe, c'est celui-ci. Donc on greffe en fait notre précurseur, on enlève le groupement protecteur, hein, donc ça se fait avec simplement un traitement par un fluorure, et puis on peut ensuite utiliser la triple liaison pour pouvoir accrocher quelque chose dessus par la fameuse click chemistry que je vais vous montrer par la suite. Alors ce qui est quand même intéressant de voir dans ce type de modification par rapport au SAMS dont on parlait avant, c'est que le SAM, je vous ai dit, il est dynamique. Ici, on n'a pas un système dynamique. Ce qui veut dire qu'une fois que le phényl va accrocher la surface de carbone, il va rester où il est. Donc l'astuce, la première astuce que l'on a utilisée, c'est peut-on contrôler la distance entre les groupes que l'on a accrochés sur la surface. Alors le principe est assez simple, il suffit en fait de modifier la taille du groupement protecteur, puisque c'est lui qui va limiter de combien les molécules peuvent s'approcher, hein, évidemment, puisque c'est lui qui fait qu'au début ça cogne. Et ensuite, eh bien, on va enlever et on espère comme ça. Alors, on a fait des essais, on peut mesurer des monocouches, on mesure les épaisseurs. Bon, ça se fait par des techniques type ellipsométrie ou bien par AFM. Ça marche assez bien. On peut aussi faire de l'XPS lorsqu'on aura avec des systèmes rasants, mais bon, il faut pouvoir disposer de l'équipement. Et puis là, voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer un petit peu que grâce à la versatilité au sens anglais de la chimie, et bien sûr, on peut jouer sur tous ces substituants. Donc
là, il n'y a pas de gros différence sur ce que l'on obtient en épaisseur. Par contre, évidemment, si au lieu de vouloir avoir un système qui est en para, eh bien, on a un système cible qui est en méta, bon, la protection est moins bonne parce que, évidemment, il reste toute cette partie de la molécule qui n'est pas protégée. Et donc, eh ben, ça va continuer à croître et on va voir des choses un peu plus grosses. Alors, on peut jouer avec ce système, on peut continuer. Et puis, on peut, comme ça, fabriquer des filtres moléculaires. Hein, on va changer donc le substituant. Et puis, bien voilà, on va avoir une monocouche ici, donc quelque chose qui est très très peu, qui est vraiment de l'épaisseur d'une molécule. Mais ces molécules, eh bien, elles ont des trous. Et dans ces trous, eh bien, il peut y avoir des phénomènes d'apport. Et donc, on va pouvoir contrôler comment se fait ce phénomène d'apport. Alors là, bon, je dirais que ça a aussi la force un peu des méthodes d'électrochimie. Lorsque l'on étudie ces courbes, les voltammogrammes, eh bien, on a la possibilité de remonter à ce qui se passe sur la surface. Alors ici, on a des exemples. Alors, ce que je vous dirais simplement, c'est qu'en noir, ici, bien, ça, c'est la réponse du ferrocyanure que l'on va avoir, en fait, eh bien, avant modification. Donc, on a un beau voltammogramme réversible, c'est classique. Et puis, après fonctionnalisation, on voit ici que le courant ne passe pas. Donc, si j'ai mis un petit groupement protecteur, eh bien, le courant est complètement bloqué parce que les trous sont petits. Et à l'opposé, si jamais j'ai mis un gros groupement protecteur, eh bien, je vais me retrouver avec quelque chose qui est beaucoup plus épais. Bien, alors ça permet également, ce type d'approche, de pouvoir fabriquer des surfaces qui sont des surfaces, eh bien, avec comme ça des systèmes que l'on peut faire changer. Donc là, on s'était un petit peu amusé à greffer en fait un système qui était un système azo, qui a la propriété évidemment de se photo-isomériser. Et donc, suivant la lumière, eh bien, on est capable de modifier la perméation au travers de la couche. Alors tout ça, bien pour vous dire que bon, ben voilà, il y a un peu de traitement derrière. Ce sont des choses qui se font très très bien. Il y a de la théorie, si quelqu'un est intéressé, ben, je pourrais lui raconter. Et ce que l'on voit en fait, eh bien, c'est que la perméation peut être modulée par la lumière. Autre intérêt de l'approche de laisser des trous, eh bien, c'est qu'on peut après les remplir. Et puis on peut comme ça, de cette façon-ci, produire en fait des couches qui sont bifonctionnelles. Alors le bifonctionnel, ça a un intérêt, en particulier en catalyse. On a beaucoup d'endroits sur lesquels aujourd'hui se développent en fait des catalyses de type bimétallique, sur lesquelles il faut mettre en fait deux catalyseurs à des distances qui sont parfaitement contrôlées. Alors on est en train d'essayer aussi ce concept-là sur ce genre de choses pour voir ce qui va se passer. Donc ici, bien voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on greffe une première couche, il y a des trous. On met un deuxième dasionome dans les trous, et tous les voltammogrammes qui sont ici, bon, je passe là aussi un petit peu vite, eh bien, c'est juste pour vous démontrer que l'on a bien fait en fait une couche parfaitement mixée en fait sur la surface. Alors une autre approche toujours de l'électrogreffage, là je vous ai montré la façon de fabriquer ces couches par un système de protection des protections. Il y a une autre approche que l'on a développée qui consiste en fait à greffer directement en fait le motif, plutôt que d'essayer de le traiter dans un deuxième temps. Donc on prend par exemple des systèmes de ce type, ce sont des calixarènes, et ces calixarènes, eh bien, on fait le calixarène, donc on passe de l'amine, on passe au diazonium, et puis paf, on va greffer directement en fait l'ensemble du système. Alors ça permet d'avoir des systèmes qui sont un petit peu de ce type. Alors on peut ensuite reprendre le même type de stratégie, c'est-à-dire que l'on va greffer ensuite dans une post-fonctionnalisation, on va utiliser cette première couche, et puis on voit. Alors là, pour prouver le concept, on avait greffé des ferrocènes, et puis ben, on observe ici le ferrocène qui a pu être greffé. Alors cette approche, en fait, elle est utilisée aussi pour modifier les propriétés d'hydrophobicité des couches, enfin d'une surface, puisque par exemple, si on greffe des systèmes fluorés, eh bien, on va passer quelque chose qui est très hydrophobe. Alors ça se voit par des mesures d'angle de contact. Ici, c'est ce que vous obtenez par exemple sur de l'or, parce que l'eau aime assez l'or. Par contre, évidemment, quand vous avez des trifluorométhyles, eh bien, c'est pas très très bon, et à ce moment-là, l'eau est repoussée, et donc on a une augmentation de l'angle de contact. Donc voilà, donc on peut aussi faire de l'XPS. Bon, Jean-Marie a parlé aussi de l'intérêt de ce type d'approche qui permet de vérifier après que bien, on a bien mis sur notre surface ce qui nous intéressait. Alors, je précise quand même que l'un des intérêts de ces approches d'électrochimistes, c'est que le coût il est relativement faible. C'est-à-dire qu'on travaille avec des appareils, si on compare au coût, par exemple, d'un thème,
Je veux dire, on est à, je sais pas, peut-être 2 ordres de grandeur presque en coût, et même en fonctionnement, puisque là, on est sur des équipements où on va jouer sur quelques dizaines de milliers d'euros. Alors ça peut déjà paraître des sommes, mais en tant qu'équipement de laboratoire, ce n'est pas quelque chose qui est énorme. Alors maintenant, on va parler, maintenant je vous ai posé un peu le paysage, je vous ai expliqué comment on pouvait fabriquer sur les principes ces couches, comment on pouvait modifier le carbone. Je vous ai un petit peu parlé de la microscopie électrochimique. Et maintenant, on va coupler les deux et on va voir quel genre de phénomène intéressant on peut détecter par ces approches. Alors pour ça, je suis quand même obligé de... Enfin, je pense que c'est utile que je passe juste une minute à vous réexpliquer les courbes que je vais vous montrer. Bon, s'il y a des gens, évidemment, qui sont spécialistes de ça, ça peut paraître un peu redondant, mais quand on n'a pas l'habitude, il faut les comprendre. Alors, je reprends donc mon électrode de tout à l'heure, celle dont j'ai parlé dans la microscopie électrochimique. Si je suis loin du substrat, j'applique un potentiel ici suffisamment négatif pour pouvoir réduire en fait une espèce d'oxydant. Et si je suis loin, ben voilà, j'ai les molécules qui arrivent de façon sphérique autour sur ma microélectrode, et le courant est un courant. C'est le courant, avec la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, sachant qu'ici on appelle A ce qui était R0 tout à l'heure. Donc le courant ne varie pas avec le temps. Maintenant, on va prendre ce qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'on va prendre cette microélectrode et on va l'approcher du substrat qui nous intéresse, qu'on veut étudier. Donc on a deux cas, en gros, deux cas limites. Le premier cas, on imagine, on approche l'électrode, donc elle est toujours en fonctionnement, d'un substrat qui est un substrat isolant. Alors par exemple d'un verre, un truc qui ne fait rien. Donc on produit en permanence notre espèce raide et l'électrode descend. Alors vous voyez bien qu'ici, les petites flèches que j'avais faites en direction de l'électrode, elle ne va pas apprécier, parce qu'elles n'ont plus la place. Donc ça fait une diffusion contrainte. Diffusion contrainte, plus je suis bas, le courant ici, par rapport à la distance, il va descendre. C'est un simple effet géométrique, c'est simplement parce que je laisse moins de place, je ne permets plus aux molécules de pouvoir atteindre ma microélectrode, et donc ça donne en fait ce que l'on appelle un feedback négatif pour les gens qui sont un peu dans le jargon du domaine. A l'inverse, si je prends ma microélectrode, je produis une espèce ici, par exemple un substrat conducteur, c'est-à-dire quelque chose qui est capable de redonner ou de prendre un électron. Eh bien, on peut très bien imaginer que, ok, je produis l'espèce raide, elle arrive sur la surface et je régénère en fait l'espèce ox. Donc, je fais apparaître en fait une boucle redox, une navette. C'est exactement la même chose qu'une navette entre deux électrodes. Et puis là, vous comprenez que cette navette, en fait, le fait que l'on tourne comme ça sur l'électrode fait que le courant augmente. Le courant, il est plus grand que s'il n'y avait pas cette boucle. Et puis, quand l'électrode va descendre, cette boucle, elle va accélérer. Parce qu'évidemment, il y a moins de distance. Donc, elle peut tourner beaucoup plus vite. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit à ce moment-là que le courant grandit et en fait, il devient infini. Alors, il y a un autre mode aussi que vous pouvez quelquefois rencontrer, qui est dit substrat générateur. Alors, cette fois-ci, on ne met rien dans la solution. Et en fait, on va aller regarder simplement à l'électrode ce qui est produit, par exemple, par une cellule. Alors, c'est le cas, par exemple, des systèmes biologiques. Mais dans notre cas, on va surtout s'intéresser en fait à ces trois modes. C'est-à-dire, je suis loin du substrat, j'ai le courant qui est stable. Je m'approche de quelque chose où il ne se passe rien, j'ai des courants qui descendent. Si jamais il se passe quelque chose, le courant augmente. Alors, dans la réalité, quand on va traiter ces systèmes-là, qu'est-ce qui va contrôler notre courbe? Donc là, ce que j'ai représenté ici, c'est la variation du courant par rapport à la distance. Donc on s'approche du substrat. Quand il ne se passe rien, eh bien, c'est la courbe que je vous ai représentée là. Évidemment, le courant diminue pour tomber à zéro quand on sera à une distance nulle. Par contre, si on a un système qui tourne infiniment rapide, là c'est la boucle de tout à l'heure, eh bien, le courant il va devenir infini. Okay. Et dans la réalité, eh bien, le passage entre une courbe qui monte et une courbe qui descend, eh bien, il va dépendre de ce paramètre, c'est-à-dire avec quelle vitesse, en fait, l'espèce réduite va réagir avec la surface. Alors, si on veut faire de l'imagerie ou même de la courbe, évidemment, il y a quand même une contrainte, c'est qu'il faut pouvoir voir quelque chose. Donc, il faut que cette constante d'échange électronique, ici, elle ne soit pas nulle et qu'elle soit la plus grande possible. Alors, je vous ai représenté, ça, j'ai pris ça en fait d'une revue d'un collègue allemand qui s'appelle Günther Wistock, qui travaille beaucoup justement le SECM et la SEI, donc qui a fait beaucoup de travaux dans ces domaines-là, qui a représenté un petit peu le type de constante que l'on obtenait suivant le matériau. Alors voilà, par exemple, sur le lithium, bon, ça marche un peu, mais
c'est pas beaucoup. Si on prend des carbones, là par contre c'est très bien parce que là les constantes sont grandes. Alors qu'est-ce qu'il faut voir, c'est que dans la technique, si on veut faire de l'imagerie, le contraste c'est quoi? Le contraste c'est entre le plus haut que je peux aller ici et zéro, pas de courant. Donc on a intérêt à pouvoir travailler avec des matériaux de ce type. Donc pour les matériaux carbonés, c'est impeccable. Pour des matériaux type, si on veut travailler effectivement sur une électrode de lithium, c'est un petit peu plus difficile, ça ne marche pas très bien parce qu'en fait le contraste, eh bien, ce sera ce type de courant, quand on n'a à peu près rien mis, à zéro lorsque l'électrode est complètement bloquée. Alors une autre difficulté toujours de ces approches, c'est que la grandeur que l'on va obtenir, eh bien, c'est cette constante-là, qui est en fait une constante apparente, parce que le problème est plus compliqué. Je vous ai dit que, enfin, un des grands avantages de la technique, c'est que l'on peut aller regarder une surface, on peut aller regarder une électrode, et on n'a pas besoin de connecter cette électrode. Donc on peut travailler sur un substrat qui n'est pas connecté. Et ça, expérimentalement, c'est très agréable, parce qu'il y a beaucoup d'échantillons où pouvoir faire un contact vers l'extérieur, par exemple pour récupérer un courant, comme une électrode positive ou négative, ça peut être un challenge. On a parlé des collecteurs de courant, et d'avoir un collecteur de courant, ça rajoute à la complexité en fait, du problème qu'on veut analyser. Ici, on n'en a pas besoin dans cette approche-là. Pourquoi? Parce que si je reprends par exemple toujours mes espèces, ici j'ai pris plutôt le sens de l'oxydation, donc on va avoir l'espèce OX par exemple qui arrive ici, elle va récupérer un électron, et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien en fait, les électrons ils vont arriver par le substrat, ils vont se promener dans le substrat, et puis à l'extérieur vous allez avoir la réaction inverse, parce que bien évidemment vous n'allez pas avoir un système qui se met à générer des charges comme ça infiniment, hein, ça sauterait, donc il faut qu'on ait une balance, donc ce qui se consomme en fait ici est rapporté par le bout. Donc en fait cette constante ici que l'on a là, dans ces systèmes-là, il faut faire très attention, parce que non seulement elle va caractériser notre surface, mais elle va également caractériser la façon dont tous les transferts d'électrons vont avoir lieu dans le matériel. Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu, parce que je suis un peu long là en plus sur simplement l'introduction. Donc, sur une surface classique, je vais prendre maintenant mes couches. On a typiquement plusieurs modes de transport au travers d'une couche. Donc, vous prenez une touche de carbone et vous allez déposer dessus différents types de couches. Donc, on peut imaginer que l'on a des transports qui sont, par exemple, ici, des transports dits relayés. Hein, simplement, eh bien, on va avoir des groupes redox ou des systèmes qui vont servir de relais pour que la charge traverse la couche. On peut avoir, si la couche est fine, tout bêtement, ce que l'on appelle un effet tunnel, c'est-à-dire que les électrons ou les charges positives, elles traversent en fait l'isolant. Hein, si on est dans des couches de quelques nanomètres, ça traverse l'isolant. Et puis, nos couches, elles ne sont pas parfaites, elles ont des trous, donc on peut aussi avoir le médiateur, il va rentrer dans le trou et puis il va aller faire directement. Donc, imaginons une couche de ce type pour illustrer le propos. Voilà, donc j'ai fabriqué cette surface, hein, c'est une vraie expérience, et dessus on a mis des ferrocènes. Donc voilà, on a une couche un peu désorganisée, qui est une couche assez fine, sur laquelle on a les ferrocènes, mais en fait suffisamment épaisse pour ne pas avoir d'effet tunnel. Alors quelle va être l'approche? Eh bien l'approche, ce que l'on veut savoir, c'est un peu la différence entre ces différents mécanismes. Alors là, c'est assez simple dans ce cas-là. Eh bien, on va simplement faire changer le potentiel de la sonde avec laquelle on va aller regarder la surface. Alors, si on prend une molécule qui n'est pas capable d'oxyder la surface, qui n'est pas capable de réagir à la surface, eh bien, vous allez avoir cette courbe bleue ici, qui est simplement en fait le fait que le médiateur, eh bien, il a trouvé des défauts et il est passé dans les trous. Donc, vous savez ici, vous avez une certaine proportion de passage libre dans votre couche. Maintenant, quand vous allez augmenter le potentiel, au bout d'un moment, eh bien, vous allez commencer à réagir avec la couche. Alors cette réaction ici, c'est une simple oxydation, mais en fait, ça pourrait être n'importe quoi. Hein, il suffirait de s'imaginer qu'on est en train d'attaquer la SEI, par exemple, et puis voilà, donc il va y avoir des changements, et à ce moment-là, la boucle va tourner beaucoup mieux, et on voit en fait maintenant que l'on est en train, en fait, non seulement toujours de passer au travers des trous, mais on commence à voir en fait la réaction de surface. Alors, bon, il y a une petite complication, mais je vais la passer. Et je vais juste me mettre dans un autre cas, en fait, qui est celui d'une couche fine. Alors la couche fine, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que j'ai les deux problèmes précédents, c'est-à-dire que j'ai en fait la réaction, comme ici, que j'oxyde mes ferrocènes, et puis j'ai également la possibilité que, comme la couche est fine, eh bien, les charges elles vont passer directement au travers de la surface. Donc si j'essaye d'étudier un système comme ça avec un simple médiateur,
en fait, je ne vais pas avoir grand-chose. J'avance là-dessus. Tout simplement parce que le médiateur, eh bien, les charges vont passer au travers de la surface et elles ne vont pas voir. Alors, je vais vous donner un exemple d'une fonctionnalisation hiérarchique sur une surface donc, de carbone. Donc, voilà un petit peu ce que l'on a fait. On a commencé par greffer en fait le système global. Ensuite, on a des protégés. On a fait apparaître des protons. Donc, on a viré les trisopropylsilyl. Ensuite, on a fait un petit coup de click chemistry. On a greffé en fait ce système-là qui était lui-même protégé. Et puis, en final, on a enlevé les protections. Donc, vous voyez, donc tac, 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 tac. Et puis, à la fin, on a enlevé tout ça. On avance. J'essaye de regarder ça, par exemple, avec une molécule comme médiateur, le ferrocène. Donc, j'ai mes différentes surfaces ici. Il verra peut-être un petit peu la différence ici, mais en fait, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, eh ben, il ne voit rien du tout. En fait, la méthode est complètement aveugle, hein, tout simplement parce que les charges traversent librement et donc il n'y a pas de barrière. Par contre, si maintenant vous êtes un peu plus malin et que vous utilisez un autre type de médiateur, alors ici, la solution, on l'a trouvée avec ce médiateur assez particulier qui est la dopamine. Bon, ça sert dans le cerveau, mais ça sert aussi en fait en électrochimie. Alors la dopamine, elle a une propriété très très intéressante, c'est que toute seule, en fait déjà c'est un système un peu plus compliqué qu'un simple transfert d'électrons, parce que vous transférez des électrons et des protons, donc ok, donc c'est 2 électrons, 2 protons, pour pouvoir former l'orthoquinone. Mais en plus de ça, ce système-là, tout seul, il est lent. C'est-à-dire que si jamais il n'était pas activé, il transfère ses électrons, ses charges plutôt, à une vitesse désespérément lente. Par contre, s'il arrive à toucher le carbone, il arrive à se mettre plat, à ce moment-là, vous avez une catalyse du transfert d'électrons, et le transfert d'électrons va vite. Alors, c'est très intéressant pour ce qu'on veut faire, parce que bien évidemment, la dopamine, elle va essayer de passer dans les interstices, et elle va répondre oui, seulement si elle touche le carbone. Si elle reste loin du carbone, du substrat de carbone, eh bien, elle ne va rien faire. Et là, eh bien, ici, j'ai un peu la démonstration de ce que l'on peut faire. Donc, vous avez les différentes couches, A, B, C, D. On voit ici ce qui se passe, c'est-à-dire que, bon, là, on avait, avant qu'on ait fait grand-chose, c'est-à-dire en noir, on avait le carbone nu. On a commencé à mettre cette surface-là qui est assez compacte, il ne se passe plus rien, là c'est complètement bloqué, mais ça le ferrocène l'avait dit un petit peu aussi. On passe ensuite à la surface, à la B, c'est-à-dire on a greffé quelque chose d'un peu plus lent, bien, et j'ai déprotégé, donc c'est remonté un petit peu. Et puis ce qui est intéressant de voir, c'est qu'entre ces deux surfaces D et C, eh bien on est toujours capable de voir une différence. Alors elle n'est pas grande, mais elle est encore ici, hein, puisque en fait c'est la différence entre le bleu et le magenta. Vous voyez, j'ai simplement enlevé en fait le silicium qui était en donc je suis assez loin de ma couche et j'ai une sensibilité qui est suffisante pour pouvoir être détecté à cet endroit-là. Alors on peut faire des choses plus drôles, et on peut écrire sur des surfaces. Alors j'ai encore un tout petit peu, oui, j'ai encore 10 minutes. Je vais vous montrer comment on peut faire pour écrire sur une surface. Si j'essaye de lire ma surface avec du ferrocène, je ne vois rien. Si jamais j'essaye de lire ma surface avec de la dopamine, eh bien je vois que j'ai écrit ici un beau M. Alors on avait écrit un M parce que c'était le nom de l'équipe, mais on pourrait faire d'autres choses. Alors on peut faire également d'autres phénomènes. On peut utiliser d'autres types d'objets pour pouvoir aller regarder nos surfaces de carbone, en particulier des nano-objets. Alors là, on a fait un certain nombre d'expériences en utilisant en fait des dendrimères. Alors ces dendrimères, c'est des molécules qui sont obtenues de façon hiérarchique. Hein, donc vous avez ici en fait comment dire, le numéro 0, okay, c'est la première étape. Le numéro 1, donc on a en fait il y a un nombre doublé, on a fait plus que doublé parce qu'il faut voir en fait quel est l'ordre du dendrimère, celui-là je ne me rappelle plus, mais enfin il y en a beaucoup plus. Et puis final on continue comme ça un petit peu avec ces structures exponentielles. Alors après il pourrait y avoir une génération encore suffisante où il y en aura encore plus, donc je crois que le record il est de plusieurs milliers de ferrocènes accrochés sur une seule molécule. Alors qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que l'on peut utiliser ces objets-là pour pouvoir faire du SECM? Donc les expériences de base, eh bien, on fait juste quelques courbes comme ça d'analyse. Sur une surface isolante, ça se comporte normalement. Sur une surface complètement conductrice, ça se comporte aussi normalement. On a les courbes que l'on connaît. Et puis, si on a une surface très épaisse qui est complètement bloquante, eh bien, il ne se passe plus rien. Jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, là où ça devient en fait un petit peu plus rigolo, c'est lorsque l'on a une couche moyenne de l'ordre d'environ 2 nanomètres. Alors,
ici en noir, eh bien, ça c'est la réponse que je vais obtenir si je regarde ma surface, donc qui a été couverte par une fine couche de 2 nanomètres de polyaryl. Je vois ici que ce n'est pas tout à fait nul au point de vue du courant, donc le courant arrive un petit peu à passer, mais il ne passe pas beaucoup. Et là où il y a un phénomène très intéressant, c'est que lorsque le dendrimère augmente, la taille du dendrimère augmente, eh bien vous apercevez en fait que le courant augmente. C'est-à-dire, en quelque sorte, eh bien, si je fais un schéma, si je prends du ferrocensol, j'essaye de passer l'isolant, ça ne passe pas. Si j'amène les charges dans un bloc, à ce moment-là, elles passent l'isolant. Alors ça, c'est une autre conséquence qui est une conséquence assez intéressante qui avait été vue dans ces phénomènes de transport, qui est que une barrière, ou lorsque des charges ont à traverser une barrière, eh bien, ça dépend de la façon dont vous allez amener les charges. Si vous les amenez de façon globale, elles traversent plus facilement la barrière. Alors on avait pris l'image un petit peu du château fort, hein, les gens qui veulent prendre d'assaut un château fort, si les soldats attaquent un à un la muraille, ils vont tous se faire dégommer. S'ils attaquent en groupe, il y en a une petite probabilité qu'il va passer. Et à ce moment-là, le château fort va être pris. Et là, c'est un petit peu la même chose. Alors, ça rappelle aussi d'autres expériences. Par exemple, le fait de mettre des nanoparticules sur une surface. La surface est isolante, vous mettez une nanoparticule au-dessus et vous rétablissez la conduction. Bon, on pourrait parler plus long, mais ce sont des phénomènes qui sont en fait très importants et que l'on peut étudier comme ça par le fait d'avoir des inclusions en fait, dans une couche sur les modes de transport. L'autre problème, et puis je vais terminer là, parce que bon, l'heure, c'est là, je voulais juste vous parler un tout petit peu quand même quelque chose qui est en rapport avec l'énergie et puis de l'utilisation, en particulier les fuel cells. Alors ça, c'est le terme anglais, hein, c'est les piles à combustible en français. Alors, comme vous le savez, bon, c'est un sujet dont on parle beaucoup, c'est redevenu, ça a été à la mode, ça l'a moins été, et puis actuellement, avec tous les problèmes effectivement d'énergétique, la pile à combustible, c'est quelque chose qui revient, donc en particulier les piles à combustible dites basse température, bon, qui sur le principe, vous avez d'un côté une électrode qui va transformer l'hydrogène en protons, et puis de l'autre côté, vous allez réduire l'oxygène en eau. Donc c'est une réaction absolument fantastique, toute propre. Hein. Vous avez de l'hydrogène d'un côté, vous avez de l'oxygène de l'autre, et en sortie, vous avez de l'eau. Donc on ne peut pas faire mieux d'un point de vue écologique, évidemment. Alors le problème, c'est que pour que ça marche bien, évidemment, c'est en fait cette réaction-là qu'il faut obtenir. Et je dirais tout le problème technologique, qui est en fait pas un problème technologique, mais qui est aujourd'hui un problème beaucoup plus fondamental. Le côté je transforme l'hydrogène en protons, je ne dis pas que c'est complètement résolu, mais ça marche assez bien. Par contre, ce côté-ci, là où il va falloir transformer l'oxygène en eau, eh bien, c'est là que ça coince, et ça continue à coincer. Parce que cette réaction, elle fait intervenir une chimie qui est une chimie absolument terrible, qui est la chimie de l'oxygène, qui peut se résumer en fait en ces deux étapes, c'est-à-dire que bon, il y a aussi la possibilité de réduction monoélectronique qui va conduire au superoxyde, mais bon, dans l'eau, ce n'est pas ce qui va se passer. Vous avez typiquement une réduction à 2 électrons qui vous conduit à la formation de peroxyde, et puis vous avez la réaction que l'on veut faire, qui est la réaction à 4 électrons, qui est la réaction propre, celle qui est énergétiquement intéressante. Le problème, c'est que lorsqu'on écrit ces réactions-là, c'est des trucs de bouquin, en fait. Hein. La réalité, c'est pas ça. Vous pouvez bien imaginer qu'un système qui va passer 4 électrons et 4 protons, c'est certainement pas comme ça que ça se passe, et en fait, il y a énormément d'intermédiaires réactionnels qui vont dépendre de l'électrolyte, qui vont dépendre du catalyseur que vous allez obtenir, etc., etc. Et en particulier, il y a énormément de possibilités d'échappement à cette réaction, c'est-à-dire d'états d'oxydation intermédiaire de l'oxygène. Et les fameux ROS, hein, le superoxyde, bon, l'eau oxygénée qui n'est pas très bon de former non plus dans un dispositif, dans un dispositif qui produit de l'énergie. Et puis surtout, vous avez des choses beaucoup plus méchantes, type OH, les radicaux OH, qui sont, tout à l'heure je vous ai parlé des radicaux phényls, qui étaient à peu près ce qu'on pouvait faire de plus méchant dans le domaine de la chimie organique. Si on se passe cette fois-ci en minéral, les OH, je crois que c'est à peu près ce qu'on doit avoir de plus réactif, et ça attaque absolument tout. Donc,
Lorsque vous avez simplement une expérience de laboratoire, c'est très sympathique, ça marche bien. Quand vous regardez la tenue dans le temps, évidemment, il y a des problèmes qui arrivent parce que ces espèces qui échappent en fait ici aux 4 électrons, eh bien, elles vous bousillent à peu près tout ce qu'il y a, c'est-à-dire les électrodes, le support du matériau, les membranes, etc., etc., etc. Donc, de gros problèmes de stabilité. Le problème aussi qui se rajoute, c'est que pour pouvoir catalyser cette réaction, le meilleur catalyseur que l'on a aujourd'hui, enfin dans les métaux, je dirais, normaux, c'est le platine. C'est quand même un métal qui n'est pas d'une très très grande abondance, même s'il y en a un peu. Donc toutes les recherches et ce qui fonctionne encore comme système, c'est essentiellement de diluer le platine pour faire des composites, mais on a tendance à rester au platine. Il n'y a pas véritablement, et je peux vous dire que la littérature là-dessus, si tu veux faire un cours, tu le fais peut-être, c'est gigantesque. C'est gigantesque, il en sort en permanence. Alors, par rapport à ça, pourquoi moi je reviens avec mon SECM? Eh bien, on se pose la question, comment on peut réussir à aider peut-être les gens qui travaillent là-dessus par nos approches de carbone de fonctionnalisation. Voilà. Ce n'était pas évident, mais on va essayer de vous dire comment on peut le faire. Alors, le problème aussi, c'est que quand quelqu'un veut savoir si un catalyseur est efficace, puisqu'il y a beaucoup de catalyseurs nouveaux qui vont sortir sur le marché, vous avez des tas de matériaux nouveaux qui sont testés, des dilutions, des nanoparticules, des choses de ce type, et on veut savoir si le catalyseur il est bon. Qu'est-ce que font? Il suffit de lire la littérature. Eh bien, en gros, on considère que plus la stéchiométrie s'approche du 4 électrons, mieux c'est. Si on est à 2, c'est pas bon. Et plus on est de 4. Alors en général, on trouve des valeurs qui sont des valeurs aux alentours de 3, 3,5. On va dire que 3,5 c'est mieux que 3, et puis on va surtout dire que 3,5 ben, c'est une espèce de moyenne entre le 2 électrons et le 4 électrons. Voilà à peu près comment c'est fait, et voilà à peu près ce que vous trouvez comme type d'analyse. Alors évidemment, ce n'est pas très satisfaisant, et nous on s'est posé la question. Alors, bon, ça provenait aussi de recherches beaucoup plus appliquées sur ce qu'on voulait faire à ce moment-là. C'était un contrat, c'était de développer en fait des emballages antioxydants qui étaient capables de voir lorsqu'il avait été ouvert à l'air, etc. Donc, bon, ça nous conduit aux piles à combustible, mais c'est à peu près le même problème. Alors, la technique qu'on a développée, c'est à peu près la suivante, c'est-à-dire qu'on va reprendre nos couches. Donc là, j'ai la surface de carbone. Là, j'ai mon électrode de SECM et je vais commencer à, dans un premier temps, je vais positionner ma microélectrode. Donc, je vais avoir, par exemple, dans la solution, un médiateur qui va me permettre de régler la distance et je vais mettre mon électrode à proximité de ma couche. Sachant que je peux aussi jouer sur la nature de la couche, etc., etc. Ensuite, je vais commencer, si par exemple ici c'est du platine, à réduire l'oxygène dans ce qui va devenir, suivant les conditions d'électrolyte, et je vais maintenir en fait, vous voyez, mon électrode assez proche de ma couche sensible. Et je vais attendre un certain temps. Je vais appliquer des séquences de potentiel, des choses de ce type, parce qu'en fait, ça dépend des séquences de potentiel que l'on applique. Et puis, dans un troisième temps, je vais aller lire. Donc, si par exemple, j'ai fabriqué quelque chose qui était particulièrement malsain, agressif, ça va avoir réagi avec ma couche sensible, et dans les types 3, je vais aller lire la couche sensible. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal développé, qu'on continue toujours à développer aujourd'hui, parce que dans les conditions, évidemment, de fonctionnement de ces systèmes, il y a en particulier des séquences de potentiel qui créent et qui font que les choses vont mal. Et voilà à peu près ce que l'on obtient derrière. Alors ça, c'est un exemple. On a maintenu la réduction de l'oxygène, ça avait été fait dans l'eau, dans un milieu neutre, ce qui n'est pas les conditions de la pile à combustible, mais on était au labo, donc on faisait des essais. Et puis on a été lire en fait notre surface derrière. Donc bon, avant qu'on ait fait l'expérience, il n'y avait rien. Et on s'aperçoit après à la lecture, alors on fait des dessins pour s'apercevoir, donc on déplace l'électrode pour faire des points, ça, c'est pour faire joli. Et puis ensuite, si on essaye de regarder ce qui se passe vraiment en microscopie, c'est de type AFM, on s'aperçoit que notre surface qui a été exposée à la réduction de l'oxygène, notre surface carbonée, elle a beaucoup souffert. Puisque vous voyez, il y a des trous, on a fait carrément des trous dedans. Alors quand on arrive à ça, on arrive à des identifications. Et le travail qui est fait actuellement, c'est d'essayer de comprendre un petit peu en fonction des potentiels ce qu'on arrive. Alors, on s'aperçoit que la production de ces ROS, elle va dépendre en fait des séquences. Alors ça vaudrait en fait une
une conférence à cette seule, donc je vous montre assez rapidement ce à quoi on en est. On peut arriver de cette façon-là à remonter en fait au potentiel qu'il ne faut pas appliquer sur l'électrode de platine, et plus vous voyez un point en fait qui est rouge, plus on a fait en fait des choses qui étaient agressives. Et de cette façon-là, non seulement on a la possibilité de tester ce que l'on fait, on peut tester par exemple la nature de l'électrolyte pour voir si c'est mieux, on a fait plus ou moins de choses agressives. On pourrait sur le papier, mais bon, ça devient un peu plus compliqué, tester des catalyseurs. Mais pour tester un catalyseur, en fait, ce qu'il faut changer, c'est la microélectrode. Parce que le catalyseur, il est à la microélectrode. Donc il faut être capable de fabriquer une électrode de toute petite taille dans le matériau que l'on veut. Et ça, technologiquement, on ne sait pas toujours faire. Donc on va aller lire après ce type de courbes qu'on peut tracer en 3D ou bien aller regarder les profondeurs. Bon, et on en déduit tout un tas de... Bon, je vais m'arrêter là. Je tiens juste à remercier tous les gens qui ont pu travailler un peu sur tous ces sujets, parce que ça représente pas mal d'années. Et puis j'aime bien remercier les collaborateurs, les étudiants, parce qu'en recherche, on n'est jamais seul. Hein, en fait. Bon, il y a quelqu'un qui présente les résultats, mais en fait, il y a beaucoup de monde qui a travaillé, en particulier tous ces étudiants qui sont aujourd'hui plus étudiants, qui sont devenus maîtres de conférences, chargés de recherche au CNRS, ou qui sont retournés dans leur pays, comme Rui Fei, par exemple, donc, qui est maintenant prof, qui est retourné en Chine. Johanna, qui est retournée, qui est maître de conférence à l'Université du Liban, etc., etc. Et puis, je vous remercie, vous tous, pour votre attention. Je pense que j'étais prêt dans le temps.